En ce temps-là, le soleil était plus chaud, les fleurs plus colorées et les filles plus jolies, bien sûr. C'était le temps béni où les voitures se vendaient à l'appel et les clients venaient après le boulot faire un petit tour chez les concessionnaires pour voir les bombinettes GTI. C'était l'époque où Alpina, AMG, Brabus, Corvette, Autodelta, des gens comme ça faisait rêver les jeunes cadres de la bourse qui se voyaient déjà cruiser à Deauville ou sur le port de Saint-Tropez au volant d'un bolide étranger de 300 chevaux rouge vif. Vous voyez le genre. Les constructeurs et les importateurs avaient la belle vie, eux. Leur seul problème, c'était le délai de livraison. À l'époque, pour faire connaître une caisse et la rendre indispensable pour l'acheteur, il n'y avait qu'un seul moyen, la presse. La presse papier, évidemment, parce que personne n'avait d'ordinateur. Internet était encore en gestation. Et en revanche, un papier dans Auto Hebdo, Sport Auto, L'Équipe, ou même dans la feuille de chou du Cantal, La Montagne ou Ouest France, ça assurait aux constructeurs un nombre incroyable de ventes. Donc inutile de dire que les constructeurs, ils ont rapidement compris l'importance cruciale des journalistes et ils se sont mis à les chouchouter. Le grand deal à l'époque, c'était de lancer la voiture dans un pays ensoleillé et d'accueillir la presse dans une ambiance digne des Mille et une nuits. Il fallait de toute façon faire mieux que les autres et rien n'était trop beau pour que les essayeurs associent la voiture à un séjour de rêve. Il y a eu ainsi des lancements mémorables et surtout associés à des cadeaux somptueux, des sacs de grandes marques, des montres, des appareils photo, offerts au moment du départ comme un petit souvenir. Et je me souviens que certains confrères plus âgés, enfin plus expérimentés, m'en parlaient encore 10 ans après avec émotion. Dans cette petite rétrospective non exhaustive et sans prétention, je vais vous faire revivre quelques-uns des moments les plus étonnants vécus lors des lancements presse. Vous allez voir que lorsque l'imagination est associée à des budgets, disons, confortables, ça donne des résultats plutôt surprenants. Mercedes 190, les WC construits par la Daimler-Benz. Étienne Moiti venait de m'embaucher comme essayeur à Auto Hebdo et jusqu'ici, mon boulot s'était limité à récupérer les voitures auprès des parcs presse et à les essayer à Montlhéry et ailleurs avant d'écrire mon papier dans le petit couloir qui me servait de bureau rue de Lille dans nos locaux exigus. Et moi, je croyais naïvement que le travail d'un essayeur, c'était ça se limitait à ça. Jusqu'au jour où Étienne m'a appelé dans son bureau et m'a montré une invitation portant le logo Mercedes. Et c'était une invitation à Séville pour le lancement de la 190. Alors, il faut savoir que la 190, à l'époque, c'était un événement pour Mercedes parce que ils avaient jamais joué dans cette cour-là. Ils avaient fait jusque-là que des grosses voitures. Ils étaient en train de lancer le G, qui était encore plus gros que les autres. Et une petite voiture comme la 190 l'était à l'époque, c'était pour eux non seulement important, mais c'était une innovation, c'est un événement. Il y a eu l'avant 190 et l'après 190 chez Mercedes. Donc vous imaginez l'importance de la voiture. Moiti, il me dit, il faut absolument y aller, c'est une voiture importante pour la marque, et de notre côté, nous, on n'a aucun moyen de la conduire ici, l'emmener à Montlhéry avant son lancement officiel. Ça va être un gros truc, ça, et c'est un lancement international, mais au moins, on pourra essayer toutes les combinaisons de moteurs, de boîtes, de finition, tout ça. Bref, vous y allez. Faites votre sac, vous y allez. C'est comme ça que je me suis retrouvée au Bourget, dans la salle privée d'une compagnie tout aussi privée, pour un vol, privé. Déjà, ça commençait bien, moi j'avais pas l'habitude. L'attaché de presse m'a accueilli comme si j'étais la reine de Saba, et il m'a expliqué comme ça, « Oh, pour l'Andalousie, c'est plus pratique d'affréter un avion privé. » S'il le dit, je le crois. Champagne pendant le vol, une hôtesse aux petits soins, ça commence plutôt pas mal. À l'arrivée, des limousines nous véhiculent jusqu'à l'hôtel et là, surprise,
il nous dépose carrément devant l'Alphonse XIII, qui est le plus bel hôtel de tout le sud de l'Espagne, carrément. Un magnifique 5 étoiles construit dans les années 20 par le roi Alphonse XIII, justement, dans un style andalou, mauresque, splendide. Sur le plan architectural, c'est une beauté incroyable, avec une cour intérieure, des fleurs, des balcons, des rambardes façon hacienda. On s'attend à avoir débarqué ou Zorro ou Don Diego de la Vega, c'est le même, au coin du patio, vous voyez, c'est carrément grandiose. Ma chambre, elle est à peu près un peu plus petite que le chœur de Notre-Dame, vous voyez. En fait, faut dire que la chambre, elle coûte le salaire moyen d'un ouvrier de chez Mercedes, donc elle peut être grande, hein. Évidemment, je regarde les équipements de l'hôtel. Il y a une piscine que j'aperçois par la fenêtre qui est absolument somptueuse, un spa, un hammam, une salle de sport et que sais-je. Et tout ça, évidemment, je pourrais même pas en profiter parce que le programme est posé sur le petit bureau dans ma chambre et je peux vous dire qu'il est chargé. Et oui, et à ce propos, il faut quand même que je vous raconte le nombre incroyable d'hôtels merveilleux, 4 ou 5 étoiles, dans lesquels les constructeurs m'ont invité. Bon, brièvement, je suis d'accord, genre une nuit, peut-être 2 des fois, mais pas souvent. En revanche, j'ai jamais pu profiter des commodités extraordinaires offertes par ces palaces parce que j'avais jamais le temps. Voilà. Ah oui, c'est dur la vie d'essayeur, hein. Je vous vois rigoler, mais c'est vrai. Bon, alors, donc, j'ai pas le temps non plus de m'éterniser. J'ai juste le temps de voir que le lit, il est immense. Ça fait rêver. Et que, enfin, tout est parfait. Et vite, c'est l'heure de la conférence de presse. La conférence de presse, il faut que vous sachiez que les essayeurs, les écumeurs de présentation de presse appellent ça, dans leur jargon, la piqûre. Vous avez bien compris pourquoi. Voilà. Donc, on va à la piqûre, précédé comme il se doit par un petit verre, une petite coupe, au hasard. Je suis en train de découvrir que dans les présentations presse, on se retrouve souvent un verre à la main. Où que vous soyez, n'importe où, en conférence, dans le couloir, dans un hall, n'importe où, il y a toujours un loufia qui passe et qui a un verre chargé un plateau chargé de verre. C'est incroyable. Et je pense que ça arrange pas mal certains de mes confrères que j'ai souvent vu un verre à la main. Non, je rigole. Bref, la conférence, c'est un instant aussi solennel que peu original. Quelle que soit la voiture présentée, c'est toujours la 7e merveille du monde, celle que le marché attendait, qui lave plus blanc et qui va révolutionner le segment, vous imaginez. Donc, on a un défilé d'ingénieurs, de motoristes, de designers qui succèdent au micro, en allemand, en anglais, mais le plus souvent en allemand, et qui nous assènent des chiffres, des croquis, des données, à vous donner le tournis. Le tout visant à nous expliquer par A plus B que l'auto, elle est absolument fantastique. Quand ils sont sûrs qu'on a bien compris, on réveille ceux qui s'étaient assoupis. Ah, j'en ai vu beaucoup, hein. Et c'est l'heure de passer à table. Bon, le dîner, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, c'est pas le moment le plus sympa, parce que les mets sont excellents, c'est pas le problème. Les chefs étoilés sont toujours associés à des palaces. Mais c'est surtout que il faut vous coltiner tous les ingénieurs, les motoristes et tout ça, qui parlent un anglais, disons, ils le parlent sous la torture. Le plus souvent, c'est en allemand, donc faut vraiment réviser votre allemand. Et puis bon, ils sont bien rodés pour esquiver les questions qui fâchent, donc vous aurez difficilement une info exclusive dans ce genre de dîner, quoi. Donc j'abrège, je squeeze le pouce café sempiternel et je vais me coucher parce que le lendemain c'est à l'allemande,
Arzo, jugulaire, jugulaire, à 7 heures, devant la porte, petit déjeuner pris. Donc, petit dodo. Évidemment, j'avais caressé l'espoir de visiter un peu Séville avant le début des hostilités, mais ça veut dire à 6 heures du matin. Et à 6 heures du matin, je vous prie de croire que les églises et les monuments, tout est fermé. Donc, voilà. Et puis 6 heures du matin, petit déjeuner pris, non, franchement, c'est pas pour moi. Et donc, j'ai pas vu grand-chose cette fois-là de Séville, en tout cas. Le lendemain, donc, le balai des limousines nous attend devant la porte pour nous emmener à l'Hacienda. Alors, hier soir, on nous a expliqué que la présentation se ferait dans une hacienda et que, pour des raisons de praticité, nous, on pensait qu'il y avait 10 voitures. Mais même 10 voitures, c'était compliqué à coller dans le parking de l'Alphonse XIII. Donc, on nous emmène dans une hacienda, d'où va partir un parcours de 80 km fléché que l'on peut emprunter autant de fois qu'on le désire, avec autant de voitures qu'on veut, bon, sachant qu'il y a que 2 modèles, voilà quoi. Mais bon, les Allemands, ils ont fait les choses en grand. Donc on part à l'hacienda. Et alors là, l'hacienda, vous voyez le ranch des Ewing, elle est un tout petit peu plus grande, voilà. Hein, c'est quand même un truc gigantesque andalou, quoi, le genre de propriété qu'il y a là-bas, mais c'est absolument gigantesque. Et là-bas, il n'y a pas 10 voitures, il y en a 80 ou 90, quoi. C'est hallucinant, hallucinant. Il y a toutes les couleurs, toutes les options, toit ouvrant, jante alliage, pas de toit ouvrant, pas de vitre électrique avec jante alliage, vitre électrique sans jante alliage. Enfin, voilà. Bon, il y a de quoi s'amuser. J'ai fait l'essai, j'en ai cherché une noire, vitre teintée, boîte 5, toit ouvrant et jante spéciale. Je l'ai trouvée. Voilà. C'est incroyable. Mais c'est des Allemands en même temps. Voilà. Donc, je prends une 190E, parce que quand même, la 190 à carbu, il y en a quelques-unes, mais je pense pas que Mercedes mise tout sur ce modèle-là. Donc, et puis surtout à Auto Hebdo, on s'en fiche du modèle à carbu. Donc, j'en prends une rouge et je mise sur la couleur pour mes photos. Parce que, évidemment, on a un dossier de presse. Il est juste un tout petit peu plus petit que les mémoires du général de Gaulle. Vous voyez, il pèse, il faut un sac entier pour le porter. Et il y a 50 photos dedans. Mais j'ai pas envie de retrouver dans Auto Hebdo les mêmes photos que partout ailleurs. Donc, je fais mes photos. Donc je pars sur les petites routes andalouses parmi les lièges et les cyprès. C'est très bucolique, c'est très très sympa et le parcours est impeccablement fléché. Mais ça, vous l'auriez deviné. On sent quand même que c'est l'organisation à l'allemande et la route donc serpente dans un joli paysage écrasé de soleil. Parce qu'en Andalousie, au mois de mars, vous prenez les mêmes coups de soleil qu'à Saint-Raphaël au mois d'août. Hein. C'est quand même un petit peu chaud, cet endroit. Tout de suite, je me fais la remarque que, dis donc, la route, elle est drôlement bien... elle est bien. Alors, où la suspension de la voiture est géniale, où la route est très bien. Bon, je pense que la suspension n'est pas mal, mais la route, je regarde bien et je m'aperçois qu'elle est rafistolée pour masquer les nids de poules. Partout il y a des nids de poules, hop, il y a un petit colmatage. Sur les 80 km. Et je remarque, quand je croise une autre route, des petites routes, hein, mais je vois que les autres, elles ont leur nid de poule. Donc c'est uniquement notre parcours. Et je me dis, les petits chenapans de Mercedes, ils ont refait la route. Vous vous rendez compte? Afin que la suspension de la 190 paraisse encore plus efficace, mirobolante et tout. Oh, les coquins! Et je suis pas au bout de mes surprises. Au kilomètre 40, qu'est-ce que je vois? Une flèche, stop, WC, toilette, commodité, un stop pipi
sous la forme d'une jolie petite cabane en dur, très accueillante, fléchée Mercedes, vous pensez? Et je me dis, c'est joli, mais c'est totalement inutile. L'Hacienda, elle est à 25 minutes de voiture, même 20 minutes. Pourquoi installer des toilettes au milieu de rien, là, sous un cyprès? Eh bien, la réponse, je l'aurai des années plus tard, bien plus tard, lors d'une conversation à bâton rompu que j'avais avec Michel-Pierre Texier, qui à l'époque était l'attaché de presse de Daimler-Benz France. Il m'a raconté que les membres du directoire de la firme à l'étoile, ils sont 4 ou 5, et ils ont tous plus de 80 ans. Ce qui lui faisait dire à Michel Pierre avec son humour, le 1er janvier, il disait « Daimler-Benz vous présente ses meilleurs vieux ». Voilà, oui, on rigole. Et donc, ce brave homme avait été chargé par le directoire de faire l'essai pour voir si le parcours était bien fléché, si ça se passait bien. Et ce brave homme souffrant de la prostate, il a dit « Ah, il faut installer des toilettes à mi-parcours ». Donc, ils ont construit des toilettes en dur et surtout, quand ils sont repartis après leurs 6 ou 7 semaines d'essai, parce que ils les font par pays, une fois la France, une fois le Danemark, une fois l'Allemagne, l'Angleterre, etc. Donc ça dure longtemps. Et quand ils sont repartis, ils ont revendu les toilettes aux Espagnols. C'est fort ça, hein. Ça c'est Mercedes. Vous comprenez maintenant pourquoi ils gagnent du pognon, ces gens-là. Voilà. Donc, je termine mon parcours, sans halte pipi quand même, hein, voilà. Et puis, bon, je l'ai fait 2 ou 3 fois, je crois. Une fois en boîte méca, une fois en boîte auto, et puis une fois avec mon ami Paul Frère, parce qu'on aimait bien rouler ensemble, c'était un vrai bonheur. Puis après, on a déjeuné tous les deux, pendant que les autres usaient le macadam des 80 km. Mais bon, il n'y avait pas non plus besoin d'essayer la voiture toute la journée pour se rendre compte que c'était une excellente auto. Donc, voilà, je suis rentrée. Après, alors j'ai récupéré mes bagages, j'ai revu mon grand lit king size et puis voilà, je lui ai fait adieu. On est rentré par notre vol privé et j'ai écrit donc mon papier sur la 190, qui était vraiment une très bonne auto. Il y avait, à mon avis, pas besoin de nous inviter au camp du Drador pour en faire la démonstration, mais je pense que les Allemands, ça a dû leur faire plaisir aussi de passer quelque temps à Séville. Ils aiment bien la chaleur, hein, ils aiment beaucoup l'Espagne en plus. Mais et puis surtout maintenant, quand il y a un dîner mondain et qu'il y a quelqu'un qui parle de l'Alphonse XIII, moi je peux me la jouer grand voyageur de luxe, vous voyez, et puis je dis « Ah oui, l'Alphonse XIII, c'est un très bel hôtel. Vous connaissez la suite royale ?» Et rappelez-vous, vous pouvez nous retrouver sur nos sites Road Story et Histo Auto, sur notre chaîne YouTube Road Story et en podcast audio sur iTunes, Spotify, Deezer et Google Podcast en recherchant les mots Road et Story. À bientôt.